Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais un tutoriel sur un sujet très important, mais pourtant négligé par beaucoup de data scientists, surtout ceux encore en apprentissage. Il s'agit de la dérive des données. Vous savez, lorsque vous voulez construire un modèle de machine learning pour résoudre une problématique business donnée, il est nécessaire de penser à réentraîner régulièrement votre modèle en raison du phénomène de dérive qui peut affecter sa performance au fil du temps. Alors, qu'est-ce que la dérive des données? La dérive des données se produit lorsqu'il y a changement dans les propriétés statistiques des variables utilisées comme caractéristiques, c'est-à-dire les features qui ont servi à entraîner votre modèle. Par exemple, si l'âge est une caractéristique utilisée dans le modèle, mais que seules des données pour par exemple, 16-24 ans ont été disponibles pendant l'entraînement et que le système commence ensuite à ingérer des données pour un groupe d'âge beaucoup plus large, alors une dérive se produit et cela peut affecter négativement la performance de votre modèle qui est en production. Il y a aussi d'autres phénomènes comme la saisonnalité dans vos données qui peut faire que votre modèle ne fonctionnera plus bien. Par exemple, je prends une boutique en ligne qui a entraîné un modèle de machine learning pendant l'hiver. Ok, il se peut que pendant l'été, le modèle ne va plus donner les performances requises. Vous voyez? Donc, beaucoup de paramètres qui peuvent entraîner la dérive des données. Et donc, il est très important déjà, d'entame de jeu, lorsque vous êtes en train d'entraîner votre modèle, de penser à détecter cela déjà au niveau de vos données. C'est ce que nous allons voir de manière technique au cours de cette vidéo. Donc, restez bien calés devant la vidéo, suivez-la jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre une chose très importante dans votre carrière et aussi dans votre apprentissage du machine learning. Donc, tout d'abord, je vous invite à installer plutôt ces librairies, la librairie Alibi et la librairie Alibi Detect. Donc, avec un simple pipe install, vous pouvez installer ces deux librairies. Je souligne que je travaille sur Google Colab, comme vous le voyez bien. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code, que ce soit VS Code, Jupyter Notebook de Anaconda, tout ce que vous voulez, pourvu que vous puissiez écrire du code Python. Une fois que vous avez installé les librairies, on va maintenant importer les fonctionnalités dont nous avons besoin. Je vais utiliser un jeu de données très simple de scikit-learn. Donc, c'est le jeu de données sur les vins. Vous connaissez sûrement ce jeu de données. Je vais importer la librairie train-test-split pour faire une division aléatoire des données en données d'entraînement et de test. Je vais importer la librairie Alibi. Je vais importer la fonction tabular drift de la librairie Alibi Detect. Et je vais utiliser notamment NumPy et Matplotlib. Donc, sans plus tarder, j'exécute ce code et je vais passer à l'importation des données. Donc, importation des données. Ce sont des données disponibles directement dans scikit-learn. Donc, je vais dire wine data égale load wine. D'accord? Et ces données existent, vous pouvez les importer sous forme de tableau NumPy ou bien sous forme de data frame. C'est comme vous voulez. Donc, ici, moi, je vais les importer sous forme de tableau NumPy. Et donc, je dis int y. Donc, ici, c'est un dictionnaire, hein, on est d'accord. Et donc, la clé data représente les features. Donc, c'est ça que j'ai nommé int. Et donc, la valeur plutôt de la clé data. Et la valeur de la clé target représente la variable cible. D'accord? Voilà. Attention, j'ai écrit wine target. Donc, c'est wine data. Et c'est la clé target. Donc, je peux afficher mes données, tac. Donc, vous voyez, c'est bel et bien un tableau NumPy. J'affiche le Y aussi. Voilà, tableau NumPy aussi. Je peux afficher le shape de chacun. Donc, j'ai 178 observations, 13 colonnes. Et pour le Y, pareil, 178 observations. Je vais maintenant passer à la division en données d'entraînement. Donc, données d'entraînement et de test. Alors ça, c'est quelque chose que vous savez faire. Is-train, is-test, y-train, y-test égale, j'utilise la fonction train-test-split de scikit-learn. Donc, je vais lui dire is-y. Le test size, je vais prendre 0.25. Donc, 25% des données seront utilisées pour le test du modèle. Donc, pour évaluer la performance du modèle sur les données qu'il n'a jamais vues. Donc, random state maintenant,
pour m'assurer de la reproductibilité, je mets 42. Vous pouvez mettre n'importe quel entier naturel que vous voulez. Et je finis, je vais afficher quand même les dimensions que j'ai après division des données. Is-test, donc y-train d'abord, y-train shape, is-test, shape, y-test, shape. Donc j'exécute ce code. Donc les données d'entraînement, maintenant j'ai 133 observations et pour les données de test, j'ai 45 observations. Donc c'est vraiment un petit jeu de données. Ce qui est convenable de faire en machine learning, c'est que avant de passer même à la modélisation, il faut quand même visualiser vos données. Donc ici, nous n'allons pas faire quelque chose d'exhaustif. C'est juste que ce que je veux visualiser, ce sont les distributions. Donc l'objectif ici, c'est de détecter en fait s'il y a une dérive dans les données au niveau des données de test. Donc ma référence ici, ce sera les données d'entraînement. D'accord? J'entraîne mes algorithmes de machine learning à partir des données d'entraînement et je vais les tester sur les données de test. Mais le problème est que si en temps, il y a une dérive au niveau des données de test, mon évaluation peut être biaisée. D'accord? L'évaluation de mon modèle sera biaisée. D'accord? Si je n'ai pas les mêmes distributions que j'ai dans les données d'entraînement, si je n'ai pas ces mêmes distributions dans les données de test, mon évaluation peut être biaisée. Ok? Si par exemple, j'ai entraîné mes données avec un groupe d'âge de 16 à 24 ans et que dans mes données de test, j'ai un groupe d'âge de 40 à 50 ans, ça peut être problématique pour la performance de mon modèle. Et puis, je peux faire des conclusions erronées. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons observer les distributions, d'accord, de chacune des colonnes au niveau des données d'entraînement et au niveau des données de test. Donc, ce que je vais faire, ce code-là, ici, bon, je vais écrire is-train. Donc, ici, déjà, je cherche le nombre de colonnes. Ce que je vais faire, je garde comme ça et je vais faire tout simplement isref égale isTrain. Ok, tout simplement. Donc, c'est pour vous montrer que en fait la référence que je veux prendre en fait c'est les données d'entraînement et je cherche la dérive s'il y en a au niveau des données de test. Donc, je vais créer avec ce petit code en fait, je vais faire un graphique de 2 colonnes. La première colonne sera les histogrammes des données d'entraînement, donc les histogrammes, l'histogramme de chaque colonne dans les données d'entraînement, donc dans les données de référence. Et la deuxième colonne va contenir l'histogramme de chacune des colonnes dans les données de test. Et je vais comparer, je fais une petite visualisation, quoi. Donc, ce code, il est très simple. De toute façon, vous aurez le code de son notebook, ne vous en faites pas. Vous allez pouvoir reproduire le travail et l'utiliser aussi dans vos travaux ultérieurs. Donc, c'est un code très simple pour ceux qui maîtrisent Matplotlib. J'exécute. Et donc, j'attends que ça me trace le graphique. Voilà. Donc, les histogrammes apparaissent. Ici, bien entendu, je n'ai pas les noms de colonnes, mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir parce que les noms de colonnes sont au niveau de... Donc, dans les données, vous avez, par exemple, vous avez les noms de colonnes. Vous avez wine data, je pense que c'est dans feature names. Ouais, feature names. Vous avez les noms des colonnes. Et pareil aussi pour le target. Voilà, wine data, feature names. Voilà. Donc, vous avez les noms de colonnes. Ça peut être utile pour comment on appelle les interprétations. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, les interprétations. Vous aurez sûrement un jeu de données réel, donc vous aurez vos noms de colonnes, il n'y a pas de souci. Ici, regardez, j'ai la première colonne, donc la colonne 0, la colonne d'indice 0. Voici son histogramme au niveau des données de référence, donc dans les données dans l'ensemble d'entraînement, ok? Et voici son histogramme aussi dans l'ensemble des tests. D'accord? Donc, c'est vous, en tant que data scientist, vous devez juger de la distribution, d'accord, au niveau des données d'entraînement et de la distribution au niveau des données de test et voir est-ce que vraiment on a une différence significative. Ok? Donc, c'est vraiment, je sais, vous allez me dire c'est subjectif, mais en data science, c'est ça, on est obligé de faire de la visualisation pour observer les choses et cela déjà peut nous donner une idée de ce qu'on a. Donc, on regarde les distributions de chaque variable dans les deux ensembles de données pour voir déjà est-ce qu'au niveau d'une colonne, on a une certaine dérive, d'accord? Donc, si je prends par exemple ici, ici quand même j'ai
pratiquement une distribution pseudo-normale, hein. Franchement, c'est pratiquement en cloche. Et ici, je vois qu'elle est un peu asymétrique à droite quand même, d'accord? Donc ça, moi, c'est mon observation. Vous pouvez avoir une autre observation selon la manière dont vous regardez. Donc on regarde. Et en tout cas, ici, c'est juste pour vous montrer que vous devez forcément créer des graphiques pour visualiser vos données. C'est une bonne pratique, en fait. Faites de l'analyse exploratoire des données. Donc, c'est tout ce que nous allons faire créer comme visuel. Donc, on a observé les distributions de nos variables dans l'ensemble d'entraînement et dans l'ensemble du test. Cela peut nous donner des indications sur des éventuelles colonnes où il y a dérive de données, ou quand même où la distribution n'est pas forcément la même, qu'on soit dans les données d'entraînement ou dans les données de test. Mais maintenant, on va passer maintenant à la détection proprement dite et on va utiliser la librairie alibi detect. Donc, je vais créer un objet que je vais nommer CD et je vais appeler la fonction tabular drift, d'accord, qui va prendre en argument mon isref, donc mes données de référence, et je vais mettre l'argument pval égale 0.05. Je vais vous expliquer cela, ne vous en faites pas. Donc, j'affiche CD. OK. C'est quoi? C'est quel type d'objet? Moi, j'aime bien savoir la nature de mes objets. Donc, c'est un objet alibi detect que je vais utiliser pour détecter les éventuelles dérives qu'il y a au niveau des données de test. OK. Donc, je fais pred cd égale, attention, pred égale cd.predict instest plutôt. D'accord? Donc, j'applique ça sur les instest et j'affiche pred en même temps, vous allez voir. Donc, ouais, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce qu'il me dit? Data is drift, il me met 0. OK, 0. Et il y a des distances qui sont calculées et il y a les p-valeurs qui sont calculées aussi au niveau de chaque colonne. D'accord? Et il me dit quoi? Is drift 0. Donc, il n'y a pas de dérive de données. OK, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Il n'y a pas de dérive de données. Alors, il faut expliquer naturellement ce code-là. Ce code CD égale tabular drift, isref pval égale 0.5 crée une instance de la classe tabular drift avec les données de référence. OK? Et le paramètre pval a été fixé à 0.05, ce qui correspond à la p-valeur utilisée pour tester si la dérive est statistiquement significative. Donc, retenez ceci. Vous allez faire une extension, comment on appelle? Vous allez instancer, je ne sais pas si on peut le dire en français. En tout cas, vous créez une instance de l'objet tabular drift. C'est ce que nous avons fait avec les données de référence. OK? Et vous mettez une valeur pour la p-valeur. Ça veut dire quoi ici, ce qu'on met, cette p-valeur-là? Cette p-valeur va indiquer, d'accord, sera plutôt utilisée pour tester si la dérive est statistiquement significative. Donc, regardez les p-valeurs qui sont calculées ici au niveau de chaque colonne. Vous voyez, c'est un tableau non pas, il y a plusieurs valeurs. Hein. Donc, c'est pour chacune des colonnes, une p-valeur a été calculée. Chacune de ces p-valeurs va être comparée à notre p-valeur que nous avons indiquée ici, 0.05. Ici, nous voyons que chaque p-valeur est supérieure à 0.05. Ça veut dire que on rejette l'hypothèse, on peut rejeter l'hypothèse qu'il y a une dérive. D'accord? On peut rejeter l'hypothèse qu'il y a une dérive. En tout cas, il n'y a pas de preuve qu'il y a de dérive. C'est comme ça que vous faites l'interprétation. Parce que ici, la p-valeur est supérieure à 0.05. OK? Et il faut expliquer davantage cela. En fait, la p-valeur, c'est un seuil de signification. D'accord? Qui est utilisé pour tester si la dérive détectée est statistiquement significative. La p-valeur, donc la valeur p est un nombre compris entre 0 et 1. Si vous donnez une valeur plus faible, d'accord, ça va indiquer un seuil de signification plus strict. Et souvent, en statistique, on utilise la p-valeur est souvent fixée à 0.05, d'accord? C'est une valeur couramment utilisée dans la pratique pour les tests de signification en statistique, d'accord? Cela signifie que si la valeur p calculée, donc les valeurs p sont calculées sont ici, si la valeur p calculée lors de la détection de dérive est inférieure à 0.05, donc inférieure à ce seuil, la dérive est considérée comme statistiquement significative. Voilà, donc c'est comme ça que vous faites l'interprétation. Donc ici, plus vous donnez une valeur faible, plus cela veut dire que vous serez strict dans votre détection.
Et si vous donnez une valeur de P, une P-valeur très élevée, vous n'êtes pas strict dans votre détection. OK? Donc ici, on peut être, je ne vais pas dire sûr, mais on peut rejeter l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas de dérive observée dans les données dans aucune des colonnes. Parce que ici, les p-valeurs pour chaque colonne sont supérieures à 0,05. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris cela. C'est très important. Si, parmi ces p-valeurs calculées, vous en avez une qui est inférieure à 0,05, votre seuil que vous avez fixé dès le départ, ça veut dire qu'au niveau de cette colonne-là, il faudra regarder, ça veut dire qu'il y a une certaine dérive des données, il faudra aller regarder ça. Soit c'est que vous entraînez votre modèle avec cette colonne-là, en y incluant cette colonne, vous regardez la performance et après vous supprimez cette colonne-là pour encore checker la performance afin de voir comment s'est comportée la performance du modèle selon que vous avez utilisé la colonne concernée ou que vous n'avez pas utilisé la colonne concernée. Si vous voyez que en n'utilisant pas la colonne concernée, votre modèle a une plus grande performance, alors vous la supprimez tout simplement, d'accord? Ou bien vous faites peut-être une transformation. Peut-être cette colonne nécessite une transformation, ok? Une certaine transformation. Donc, très souvent, pour ceux que j'accompagne bien, ce que je vois comme projet sur le net qui est fait par les apprenants, bien les personnes en reconversion, ils ne prennent pas la peine de faire cette petite étude avant de créer leur modèle. Et c'est très dangereux parce que déjà, d'entame de jeu, votre modèle sera biaisé si vous ne savez pas déjà détecter s'il pourrait avoir une dérive des données au niveau de votre donnée de test. D'accord? Avant même que le modèle n'aille en production et que le système reçoive de nouvelles données, parce qu'on sait que si le système va recevoir de nouvelles données, à un moment, le modèle va perdre en performance, ça c'est clair. Mais déjà au niveau de la construction du modèle, du développement du modèle, il faut déjà faire cette vérification-là, c'est très important. Donc, ceci c'est un petit tutoriel et un petit code très compréhensible qui vous permet de faire la détection de la dérive au niveau de vos données. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si c'est le cas, mettez un like à cette vidéo. Mettez des commentaires aussi. Ça va permettre à la vidéo d'être beaucoup plus vue. En tout cas, d'être beaucoup plus mise en avant par l'algorithme de YouTube. Et c'est bon pour la chaîne et c'est bon pour cette communauté-là que nous sommes en train de construire ensemble, vous et moi. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y aura plein de vidéos qui vont sortir encore sur le machine learning, la data science, etc. Ça ne sera pas bien si vous les ratez. Donc, abonnez-vous et à bientôt pour de prochaines vidéos en data science.